Je vous remercie de m'avoir invité et de me donner en plus l'occasion de découvrir cette merveilleuse ville et ce merveilleux site. Et c'est toujours avec bonheur que je reviens au Maroc. Je vous remercie pour votre présentation. Tout ça, ça ne me rajeunit pas beaucoup, mais effectivement, j'ai plus de 30 ans d'expérience en hépatologie pédiatrique. Et je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui les actualités sur l'insuffisance hépatique aiguë sévère de l'enfant. En fait, le titre était « Actualité sur l'hépatite fulminante ». Donc la première nouveauté, qui n'est pas vraiment une nouveauté, c'est qu'on ne parle plus d'hépatite fulminante chez l'enfant, mais d'insuffisance hépatique aiguë. Les hépatites fulminantes sont finalement des hépatites aiguës compliquées d'encéphalopathie hépatique. Les insuffisances hépatiques aiguës permettent d'englober beaucoup plus important nombre de causes d'insuffisance hépatique aiguë qui souvent miment une hépatite aiguë. Donc on préfère utiliser cette terminologie et elle est également utilisée dans la littérature anglophone sous le nom de acute liver failure, dont la définition est celle d'une défaillance aiguë des fonctions hépatiques associée ou non à une encéphalopathie hépatique chez un enfant sans maladie chronique du foie sous-jacente. Donc on est dans une pathologie aiguë révélant une maladie entre guillemets aiguë et non pas une maladie, une insuffisance hépatique aiguë chronique, enfin je veux dire subaiguë chronique d'une décompensation terminale d'une maladie chronique. La défaillance aiguë est définie donc par une coagulopathie non corrigée par la vitamine K, soit une INR supérieure à 1,5 ou un temps de Quick inférieur à 50% chez les enfants ayant une encéphalopathie, ou bien chez ceux qui n'ont pas l'encéphalopathie, une INR supérieure à 2 et un temps de Quick inférieur à 30%. Il y a deux notions importantes dans cette définition, celle de l'encéphalopathie, qui n'est plus donc un critère de définition d'une insuffisance hépatique aiguë. Le diagnostic en est difficile chez le nourrisson. Elle peut avoir une autre origine que l'insuffisance hépatocellulaire aiguë, notamment dans certaines maladies métaboliques, comme les anomalies du cycle de l'urée. Elle est souvent malheureusement tardive et annonce le décès à court terme, avec des enfants parfois qui décèdent en l'absence d'encéphalopathie. Cette définition était extrêmement importante et ces éléments sont importants parce que lorsqu'on est amené à considérer la transplantation hépatique en urgence, et bien évidemment, autrefois, les critères étaient ceux de l'hépatite fulminante, c'est-à-dire l'hépatite aiguë compliquée d'encéphalopathie. Pour l'enfant, il est bien admis qu'on peut obtenir une inscription en urgence pour une greffe en urgence s'il y a une insuffisance hépatique aiguë malgré l'absence d'encéphalopathie. Et la deuxième notion, j'en ai déjà dit deux mots, c'est qu'un grand nombre de maladies métaboliques se révèlent par une insuffisance hépatique aiguë. Alors, si on regarde les données de la littérature, ici colligées sur cette figure, vous voyez en termes d'âge de survenue de l'insuffisance hépatique aiguë, deux pics de fréquence. Un premier pic dans la première année de vie, qui représente le maximum de cas d'insuffisance hépatique aiguë chez l'enfant, des cas à tout âge, et un deuxième pic plutôt à l'adolescence. Et de façon sous-jacente, hop, ici... Pardon, je cherche... ça marche ? Non, j'ai pas l'impression que ça marche. Vous pouvez voir sur le tableau que les étiologies varient également en fonction de l'âge. Chez le nourrisson de moins de 1 an, vous pouvez noter la grande prédominance de maladies métaboliques, 1/3 des cas d'insuffisance hépatocellulaire aiguë, avec... pour autant, d'autres causes possibles, l'hémochromatose néonatale et surtout encore un grand pourcentage de cas qui restent d'étiologie indéterminée. Et chez le nourrisson de plus de 1 an et l'enfant plus grand, prédominent les causes infectieuses et toxiques. Et là encore, dans cette tranche d'âge, un beaucoup plus grand nombre d'étiologies qui restent indéterminées. Alors, si on regarde dans le passé, ça passe pas. Pourquoi ça marche pas ? J'arrive pas à l'avancer. Bon, c'est bloqué. Ah, il y a un time. J'arrive pas à avancer à la diapositive suivante. C'est bon. Voilà. Si on regarde ici sur cette figure la répartition des causes d'insuffisance hépatique aiguë chez l'enfant à partir de la série de Bicêtre, qui est une série ancienne de patients pris en charge en réanimation de 1986 à 2006, vous voyez que
50% des causes d'insuffisance hépatique aiguë chez le nourrisson de moins de 1 an étaient de 50%, 18% infectieuses, et là encore 10% d'indéterminées. Et donc je voudrais concentrer la suite de mon exposé sur les actualités, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est produit et comment voit-on les choses actuellement. Vous parlez un peu de l'hémochromatose, qu'à l'époque on avait classé dans les maladies métaboliques, de certaines causes infectieuses et surtout de ces causes indéterminées. Alors, quoi de neuf? C'est le sujet du jour et on va commencer par l'hémochromatose néonatale. L'hémochromatose néonatale revisitée, ou en tout cas une nouvelle vision. Je ne sais pas si vous connaissez cette entité, c'est une entité phénotypique de bébés qui naissaient en insuffisance hépatique aiguë terminale, avec le plus souvent une cirrhose du foie et les complications de la cirrhose, autrement dit, souvent en anasarque avec une acide, et qui, sur le plan histologique, présentait le plus souvent une fibrose disséquante avec une surcharge en fer intrahépatique, mais également extrahépatique. Ce qui était connu, c'est que malheureusement le pronostic était effroyable, avec la majorité qui décédait en période néonatale lorsqu'il n'était pas décédé en anténatale, et que surtout, eh bien, étaient notées des récidives systématiques à chaque grossesse, en général un premier enfant sain, et ensuite des cas itératifs lors des grossesses successives. Alors, pas toujours ictérique, parfois un ictère à bilirubine libre, qui était un signe d'insuffisance hépatique terminale. Et donc, il est apparu très clairement à une équipe américaine, celle de Peter Whittington, que cette récurrence systématique à chaque grossesse eh bien, pouvait évoquer une alloimmunisation fœto-maternelle. Alloimmunisation, comme vous connaissez dans le groupe érythrocytaire, si la mère est immunisée vis-à-vis du groupe Rhésus, eh bien, à chaque grossesse itérative, si elle a un enfant de groupe Rhésus positif, alors que la mère est Rhésus négatif, elle va détruire par ses anticorps les globules rouges du fœtus. Ceci a une implication extrêmement importante parce qu'on peut prévenir la récidive, voire même améliorer le pronostic du nouveau-né en réalisant un échange transfusionnel et la perfusion d'immunoglobulines, et chez les mères en les traitant par immunoglobuline lors des grossesses ultérieures. Et c'est ce qu'a fait M. Whittington. Avant de prouver ce concept, il a proposé de traiter les mères et constater qu'il n'y avait pas de récidive de la maladie. Alors, je vous montre ici quand même le travail Princeps, qui est un travail de l'équipe de Thonon, qui avait publié des années auparavant, en 2002, un cas de glomérulonéphrite extramembraneuse néonatale et prouvé le concept d'alloimmunisation tissulaire. Dans cette observation, je ne sais pas si ça fait un peu de bruit, dans cette observation, eh bien, en appliquant le sérum de la mère sur des coupes de reins, ils avaient confirmé qu'il y avait bien une immunofluorescence des glomérules, et notamment de la membrane podocytaire. Et chez le nouveau-né qui était atteint de glomérulonéphrite, par la même technique d'immunohistochimie, en appliquant le sérum de l'enfant sur des coupes de reins, il montrait également le même immunomarquage. Donc il y avait là la preuve qu'il y avait l'atteinte glomérulaire chez le bébé était liée à la présence d'anticorps qu'ils ont pu identifier par des techniques d'immunoprécipitation et de Western blot comme étant un anticorps anti-endopeptidase neutre, qui est une protéine podocytaire. Et ils ont prouvé dans ce travail que la mère était déficiente, avait génétiquement le gène muté pour l'endopeptidase neutre. Donc elle n'exprimait pas elle-même cette protéine. Et à l'occasion de la première grossesse, elle s'était immunisée contre cette protéine. Et lors de la seconde grossesse, eh bien, ces anticorps avaient induit une glomérulopathie extramembraneuse chez le fœtus et le nouveau-né. Donc voilà la preuve de concept. Dans le cas de l'hémochromatose néonatale, eh bien, ce concept est admis, mais on ne connaît pas la protéine fœtale hépatocytaire qui est impliquée dans cette immunisation. Néanmoins, on peut reconnaître et faire la preuve de cette cause en réalisant une immunohistochimie et en mettant en évidence une activation de la voie du complément, et ceci en utilisant l'anticorps anti-C5-9b qui entraîne un marquage de tous les hépatocytes.
Donc, en pratique, la physiopathologie elle-même de la surcharge en fer, elle est beaucoup plus complexe. La surcharge en fer dans le foie, c'est une chose, mais en extra-hépatique, elle est probablement liée à une diminution d'expression de certaines protéines de transport du fer dans le foie, aboutissant à une accumulation de fer en extra-hépatique qui va être susceptible de se déposer dans les organes extra-hépatiques. Je vais passer rapidement sur ces diapositives un peu complexes pour surtout vous préciser la conduite diagnostique, car elle a des implications extrêmement importantes pour le nouveau-né et pour prévenir la récidive. Et donc l'algorithme que nous avions publié en 2015 est le suivant. Devant toute insuffisance hépatique aiguë néonatale, il est évident qu'il faut rechercher les causes habituelles que vous connaissez, mais toujours garder à l'esprit qu'il puisse s'agir d'une allo-immunisation fœto-maternelle. En anglais, ça s'appelle GALD, Gestational Alloimmune Liver Disease. Et donc, dans la littérature, vous trouvez toujours cet acronyme GALD. Rechercher donc les causes de l'insuffisance hépatique et puis surtout essayer de se donner les moyens de rechercher une surcharge en fer extra-hépatique qui est le signe clinique évocateur. Ce n'est pas toujours facile et en général c'est difficile chez le nouveau-né de réaliser une biopsie des glandes salivaires qui nécessite quand même un opérateur ORL entraîné. On peut essayer de faire une IRM. Cet IRM n'est pas toujours facilement réalisable. Et ce qu'on recherche sur l'IRM, c'est non pas tant la surcharge en fer dans le foie qui n'a rien de spécifique, mais la surcharge en fer extra-hépatique et notamment pancréatique. Ici, vous avez une IRM normale et vous voyez ici un cas d'hémochromatose, donc de surcharge en fer chez un nouveau-né en insuffisance hépatocellulaire. Vous avez un hyposignal du foie en T2 parce qu'il y a une surcharge en fer dans le foie, et vous avez surtout un hyposignal ici en T2 du pancréas par rapport à ici, qui confirme la surcharge en fer pancréatique. Si vous avez des arguments de présomption pour penser qu'il puisse s'agir d'une hémochromatose et donc d'une alloimmunisation fœto-maternelle, il faut absolument considérer d'emblée l'échange transfusionnel et la perfusion d'immunoglobulines qui seuls peuvent améliorer le pronostic. Malheureusement, dans la majorité des cas, les enfants décèdent et c'est en cas de décès qu'il est vraiment indispensable d'avoir du matériel qui va permettre de rétrospectivement faire le diagnostic. Une biopsie de foie, une biopsie de foie avec du tissu congelé, ça c'est absolument indispensable. Soit l'histologie du foie ne montre ni fibrose, ni cirrhose, ni surcharge en fer, eh bien on peut exclure le diagnostic. Il ne s'agit pas d'une hémochromatose liée à l'alloimmunisation fœto-maternelle. S'il y a des anomalies hépatiques, à savoir qu'aucune lésion n'est spécifique, on peut avoir une fibrose, une cirrhose, une surcharge en fer ou une nécrose massive du foie, eh bien, idéalement, si on a une autopsie, on va pouvoir confirmer la surcharge en fer extra-hépatique, et dans ces conditions-là, si elle existe, confirmer qu'il s'agit probablement d'une hémochromatose liée à l'alloimmunisation et proposer de ce fait un traitement lors de prochaine grossesse, après avoir exclu une anomalie de la chaîne respiratoire et notamment un déficit en DJOCA qui est connu comme pouvant être à l'origine d'une surcharge en fer extra-hépatique. S'il n'y a pas d'autopsie, eh bien, on ne peut toujours pas exclure ce diagnostic et c'est là où l'immunohistochimie va être d'une aide considérable à partir du moment où on a du foie congelé, parce que ça ne se fait que sur du foie congelé. C'est la mise en évidence de cette activation du complément en appliquant cet anticorps anti-C5-9B. Donc voici pour une première entité, les nouveautés, un diagnostic possible et surtout la prévention de récidive. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, ce sont les causes métaboliques d'insuffisance hépatique aiguë. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle représente le principal groupe de causes d'insuffisance hépatique aiguë chez le nourrisson. Vous avez ici, d'après les données de la littérature, eh bien, la liste de la majorité de ces causes qui ont été rapportées dans la littérature, dans les différents services, avec la proportion. Je ne vais pas vous décrire toutes ces causes, mais ce qui est important, c'est de retenir que leur recherche doit être systématique,
car 2/3 de ces maladies métaboliques sont traitables et ne sont pas des indications de transplantation hépatique. Le deuxième point important, c'est que reste, comme je vous l'ai montré, un grand nombre de cas d'insuffisance hépatique aiguë pour lesquels les causes sont indéterminées et que bien évidemment se pose la question de possibles maladies métaboliques. Et c'est ce dont je voudrais vous parler, car il y a émergence de publications annuellement depuis 3-4 ans qui ont permis d'identifier de nouvelles causes d'insuffisance hépatique aiguë néonatale ou du nourrisson grâce aux techniques de biologie moléculaire, NGF ou études de l'exome. Et donc vous avez ici toutes les publications que je vous invite à lire sur les mutations du gène NBAS, qui est le Neuroblastoma Amplified Sequence, dont les mutations étaient à l'origine d'insuffisance hépatique aiguë du nourrisson et souvent d'insuffisance hépatique aiguë récurrente. Et c'est celle-ci que nous avons pu identifier également chez un certain nombre de nos patients. On a deux patients, il y en a 2 dans la littérature, mais 2 patients en équerre qui ont été greffés pour insuffisance hépatique aiguë fulminante et chez lesquels on a confirmé les mutations de ce gène rétrospectivement. Ici, les données de la littérature, il y en a de plus en plus de cas rapportés. Ces mutations du gène peuvent être à l'origine d'une insuffisance hépatique aiguë isolée ou d'une atteinte multisystémique, toujours déclenchée par de la fièvre, qu'il s'agisse d'une fièvre d'origine infectieuse virale, le plus souvent, un rhinovirus, un adénovirus, un rotavirus, ou d'une fièvre post-vaccinale. L'amélioration spontanée est possible, mais dans ces cas-là, il y a un fort risque de récurrence. À chaque fois que ces enfants ont de la fièvre, ils vont se redécompenser. Et ces récurrences surviennent aussi bien dans l'enfance qu'à l'âge adulte. Alors vous avez ici, récurrence des crises, c'est constant s'ils ont survécu. La fièvre est le facteur déclenchant constant. L'âge le plus souvent de découverte, c'est avant l'âge de 2 ans, dans quasiment 85% des cas. Et il y a des formes multisystémiques avec des atteintes extra-hépatiques qui ont été rapportées. Petite taille, dans 70% des cas, hypotaylorisme, dans à peu près 65% des cas, également l'atrophie optique ou des anomalies squelettiques. Donc ça, c'est une cause très certainement importante à identifier précocement, car même si la prise en charge n'est pas bien codifiée, il est certain que ces enfants doivent bénéficier d'une prévention de l'hyperthermie et également en cas de cytolyse d'insuffisance hépatique, être rapidement perfusés en glucose et lipides. Alors, excusez-moi. Hop. Ici, un autre gène qui vient d'être récemment identifié, là, en 2019, qui est la mutation de ce gène RINT-T1, qui là encore est responsable, à propos ici de 3 cas, d'épisodes de cytolyse hépatique, comme vous pouvez voir ici sur cette ligne, des cytolyses parfois extrêmement importantes, atteignant plus de 6000 de transaminases, et là il montre les pics lors de ces crises extrêmement élevés, plus de 16 000 de transaminases, avec ictère, dans ce cas-là, vous voyez les taux de bilirubine très élevés, à quasiment 6 fois la normale, un ictère cholestatique, des épisodes également aigus de cytolyse, ictère et d'insuffisance hépatocellulaire. L'âge du premier épisode, dans tous les cas, était chez des jeunes enfants, ici le plus âgé était de 3 ans. Des récurrences également, comme pour les mutations du gène NBAS chez tous ces patients, et toujours également déclenchés à l'occasion d'un épisode fébrile. Là, on ne connaît pas très bien la physiopathologie de ces protéines NBAS et RINT, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles forment un complexe qui est absolument essentiel dans le trafic intracellulaire des vésicules du réticulum endoplasmique vers le Golgi. Donc, ce sont des maladies du trafic intravésiculaire du réticulum au Golgi et donc à l'origine de perturbations importantes. Et dans des travaux expérimentaux chez des patients qui ont été mutés pour NBAS, ils ont pu montrer qu'il y avait une thermosensibilité particulière des cellules fibroblastiques qui fait qu'en cas de fièvre, il y a une sidération du trafic vésiculaire
à l'origine de cette insuffisance hépatique aiguë et de cette cytolyse. Dans cette mutation de RINT1, qui correspond à peu près à ce qu'on voit également dans les mutations NBAS, les caractères histologiques sont souvent l'existence d'une stéatose, d'une fibrose, et donc là encore des signes tout à fait non spécifiques. Et là encore, il montre que chez ceux qui sont mutés pour RINT1, eh bien, il y a souvent des anomalies squelettiques associées qui sont tout à fait variables. Et si je continue la liste, eh bien, il a été également identifié des mutations d'un nouveau gène d'hydrolipoamine déshydrogénase deficiency, là encore responsable d'insuffisance hépatique néonatale ou d'insuffisance hépatique aiguë récurrente, cette fois-ci pseudo-RAI, RAI-like, donc ce sont des enfants qui ont une poussée de cytolyse importante, qui ont parfois une hyperammonémie, il n'y a pas de signe spécifique, mais qui n'ont pas d'ictère. Là aussi, le diagnostic est génétique, et ce qui apparaît, c'est que ce déficit, eh bien, lié à une mutation qui est là de ce gène, apparaît particulièrement fréquente dans les populations ashkénazes, palestiniennes et arabes non palestiniennes. Donc, vous voyez bien que les progrès avancent grâce à la biologie moléculaire, qu'on identifie de nouvelles causes d'insuffisance hépatique aiguë. Il s'agit dans tous les cas de maladies génétiques et que sur le plan physiologique, il y a encore, physiopathologique, encore beaucoup de questionnements. Sur le plan des traitements préventifs, là encore, mais très certainement, il y a tout un champ de nouvelles maladies du trafic intravésiculaire qui est en train d'émerger. Encore un autre cas, je vais passer de nouvelles mutations d'un nouveau gène qui, là, est responsable également d'insuffisance hépatique aiguë, mais cette fois-ci associée à une cholestase à gamma-GT normal. Et c'était là encore une protéine qui est impliquée dans le trafic intracellulaire. Donc, je ne sais pas combien il y a de protéines impliquées dans notre trafic intracellulaire hépatocytaire, mais en tout cas, il est très clair qu'on est en train de découvrir tout un pan de ces causes dites indéterminées d'insuffisance hépatique aiguë. Alors, le troisième groupe de causes responsables d'insuffisance hépatique aiguë chez le nourrisson comme chez l'enfant vous sont montrées sur cette diapositive. L'herpès simplex chez le nouveau-né, le virus B chez le nourrisson sont les têtes de fil. Dans les autres cas, il s'agit essentiellement d'hépatites virales susceptibles d'avoir une évolution défavorable chez des patients immunodéprimés. Et chez l'enfant âgé de plus de 2 ans, eh bien, il y a comme chef de file le virus de l'hépatite A, et puis dans certains pays, le virus de l'hépatite E. Alors, quelle nouveauté? Eh bien, tout d'abord, c'est vrai qu'en pratique, on identifie rarement une cause virale, notamment chez le nourrisson, mais qu'on sait, comme on vient de le voir, que toute infection virale peut décompenser ou révéler une maladie métabolique sous-jacente. Et tous les gènes que je viens de vous exposer, je vous rappelle que c'est la fièvre qui est souvent le facteur déclenchant des crises d'insuffisance hépatocellulaire. Le deuxième point, et c'est celui qu'on se pose plus particulièrement, c'est l'existence ou non chez l'enfant immunocompétent de facteurs de prédisposition génétique. Et ceci concerne avant tout le virus de l'hépatite A. Pourquoi la majorité a une évolution favorable? Pourquoi une minorité évolue défavorablement avec une hépatite fulminante? Eh bien, le scoop de l'année, c'est la mise en évidence. Ce papier vient juste de sortir en 2019. Possible facteur de prédisposition génétique à propos d'une observation d'une enfant de 11 ans prise en charge pour une hépatite fulminante A, chez qui ils ont pu mettre en évidence une délétion ici d'un gène, IL-18BP, qui joue un rôle fondamental puisque l'absence de protéines IL-BP entraîne une activation excessive des cellules NK par l'IL-18 à l'origine de la nécrose hépatocytaire. Et donc c'est vraiment la première observation, la preuve de concept que très certainement dans ces hépatites, là on peut parler d'hépatite aiguë virale, il y a vraisemblablement des facteurs de prédisposition génétique qui expliquent pourquoi certains développent une maladie plus grave que les autres. Ceci nous rapproche également des causes toxiques ou médicamenteuses. Elles sont nombreuses et vous savez tous que l'insuffisance hépatique aiguë liée au valproate de sodium eh bien, est révélateur d'une cytopathie mitochondriale.
Donc mon message, c'est effectivement, devant toute cause identifiée, c'est de toujours suspecter la possibilité soit d'un facteur de prédisposition génétique, soit d'une maladie métabolique sous-jacente. Donc en pratique, il est urgent et important de se donner les moyens d'un diagnostic. Malheureusement, dans certains cas, l'évolution est défavorable, mais c'est là encore un point essentiel, c'est d'avoir tous les prélèvements qui vont permettre de donner un diagnostic et éventuellement de prévenir la récidive. C'est obtenir une biopsie du foie, pré- ou post-mortem, avec de la congélation, éventuellement une biopsie de peau, biopsie de muscle, une sérothèque, congélation d'urine si on peut, mais surtout penser à l'ADN. L'ADN, c'est un tube de sang qui est conservé, tube de sang EDTA, ou bien simplement une tache de sang sur du papier buvard, dont on pourra extraire secondairement l'ADN. Et c'est grâce à cet ADN qu'on va être amené à pouvoir secondairement, rétrospectivement, éventuellement pas toujours, identifier la cause d'une insuffisance hépatocellulaire avec toutes les nouvelles techniques de biologie moléculaire qui maintenant finalement coûtent de moins en moins cher et vont être proposées quasiment d'emblée avant tout autre screening. Donc en conclusion, un enfant avec une insuffisance hépatocellulaire va prendre en charge bien sûr dans un service spécialisé. J'insiste sur l'enquête étiologique urgente. 30 à 50% des causes sont métaboliques chez le nourrisson. L'apport de la génétique est considérable. 2/3 sont traitables sans transplantation hépatique. Et il est particulièrement important de conserver de l'ADN. Je vous remercie.